Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le courant littéraire des Lumières ou bien la période du XVIIIe siècle. Dans cette vidéo, je vais commencer avec le cadre spatio-temporel, donc en vous présentant la politique, la religion, la société et la langue de cette période, vous devez être capable de compléter votre cadre gris dans votre livre. Ensuite, on va parler des caractéristiques littéraires, d'abord en général des Lumières, et ensuite j'aimerais vous présenter quelques genres populaires et leurs caractéristiques littéraires. Ensuite, on va parler des représentants littéraires, donc quelques œuvres et quelques auteurs connus pour les encyclopédies et pour les œuvres philosophiques. Et vers la fin de cette vidéo, j'aimerais encore vous préparer aux fragments de votre livre. Commençons avec le cadre spatio-temporel, donc la politique, la religion, la société et la langue au XVIIIe siècle. Je commence avec la politique parce que c'est la politique qui va influencer la société et qui va jouer un rôle important pour la littérature aussi. Vous savez qu'on avait terminé le XVIIe siècle avec la monarchie absolue de Louis XIV et ce type de monarchie va encore continuer pendant la nouvelle période aussi. Donc après la mort de Louis XIV, on a Louis XV, mais Louis XV est encore trop jeune pour régner la France. Donc on a d'abord la régence du duc d'Orléans. Donc c'est le duc d'Orléans qui va régner à la place de Louis XV. Et quand Louis XV a 13 ans, on va le considérer comme adulte et il peut donc devenir le roi de la France. Après Louis XV, on continue et on a encore Louis XVI. Ce sont surtout ces deux derniers Louis, donc Louis XV et Louis XVI, qui vont créer une période problématique pour la France. Les problèmes avaient déjà commencé avec Louis XIV, qui a limité la noblesse ou le pouvoir de la noblesse après la Fronde, donc après leur petite révolution. Mais on voit en même temps qu'il y a dans la société une nouvelle classe sociale, c'est-à-dire la bourgeoisie. La bourgeoisie, ce sont des personnes qui sont devenues riches grâce à la commerce et pas grâce aux titres comme dans la noblesse. Et on voit donc que le pouvoir de la bourgeoisie va agrandir et en même temps le pouvoir de la noblesse devient de plus en plus limité. Donc il y a des problèmes entre ces deux classes dans la société. La troisième classe dans la société, le peuple vit en misère parce qu'en France, il y a des problèmes financiers. Les problèmes financiers sont causés déjà par Louis XIV, qui avait une préférence pour le luxe et c'est donc le peuple qui a dû payer pour cela. Mais en même temps, sous Louis XV et Louis XVI, il y aura aussi des guerres de religion, des guerres en général, et ça va aussi causer des problèmes financiers pour la France. Cette période difficile va terminer bien sûr dans la Révolution française en 1789. C'est vraiment une année qu'il faut connaître. Mais la Révolution française n'est pas née de rien. C'est-à-dire, on avait une période très difficile, mais on a quand même essayé de trouver une solution. Donc, dans cette année symbolique, vers le 5 mai, on avait encore organisé une assemblée générale. Et l'assemblée générale, c'est comme une sorte de réunion entre le roi et quelques représentants du peuple. Là, on a expliqué les problèmes dans la société et on avait l'impression que Louis XVI voulait trouver une solution. Donc, on est retourné à la maison, mais vers la fin du mois de juin, on a quand même réalisé que Louis XVI ne voulait pas du tout une solution et la seule solution qu'il avait trouvée, c'est envoyer des troupes au peuple. Il a donc commencé une sorte de guerre avec les personnes, avec les Français même. On n'a bien sûr pas vraiment apprécié cette geste de Louis XVI et vers le 14 juillet, qu'on connaît encore aujourd'hui comme la fête nationale de la France, on avait cette prise de la Bastille. Donc le peuple, les Français, ont cherché des armes dans l'hôtel des Invalides. Et ils ont envahi la Bastille, ils ont pris la Bastille et c'est donc cette geste qui a vraiment
ou qui est devenu le symbole de la Révolution française. La Révolution française indique la fin de l'Ancien Régime. Il faut le voir quand même littéralement. Au lieu d'avoir une monarchie absolue comme on avait sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, on veut avoir des réformes administratives pour arriver à un nouveau type de politique. On va donc, après la Révolution française, avoir plusieurs réunions pour changer la politique. On veut, par exemple, avoir beaucoup de liberté économique, ce qui était bien sûr intéressante pour la bourgeoisie. Mais la chose la plus importante, ce sont les réformes administratives pour arriver à une monarchie constitutionnelle. Donc, au lieu d'avoir une monarchie absolue où le roi a tout le pouvoir, on arrive à une monarchie constitutionnelle où le roi est obligé d'écouter le Parlement, d'écouter les ministres, et il ne peut plus régner tout seul. C'est aussi la période où on va écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour montrer que chaque personne de la société a quelque chose à dire pour la politique et pour la société en général. La Révolution française est bien sûr connue sous sa devise. On voulait souveraineté du peuple, égalité des citoyens et liberté d'opinion. Souveraineté du peuple, ça veut dire que le peuple a aussi quelque chose à dire dans la politique. Le peuple, c'est-à-dire chaque personne dans la société, est représenté dans la politique. On voulait aussi égalité des citoyens, c'est-à-dire quelqu'un de la noblesse est égal à quelqu'un de la bourgeoisie ou à quelqu'un du peuple en général. Et on voulait aussi liberté d'opinion, on veut dire ce qu'on veut dire, mais on va voir en réalité qu'il y a encore de la censure même après la Révolution française. J'ai déjà expliqué qu'au lieu d'avoir une monarchie absolue, on arrive à une monarchie constitutionnelle et on va encore garder Louis XVI. Donc Louis XVI, qui avait envoyé des troupes au peuple, reste encore quelques années le roi de la France. Mais après Louis XVI, on va continuer avec les réformes administratives et la France devient une république. Vers l'année 1792 jusqu'à 1799, on a la Première République qui est aussi connue sous le nom la Directoire. Vous savez que la France actuellement est encore une république avec un président et donc la Première République était déjà après la Révolution française. La deuxième partie difficile du cadre spatio-temporel, ça sera la religion. On a déjà vu que la période précédente du classicisme était une période difficile pour la religion. On avait la contre-réforme influencée par le roi puissant, c'est-à-dire Louis XIV. Et on voit que dans la période des Lumières, les guerres de religion vont encore continuer. Donc les catholiques et les protestants sont encore en guerre. Mais on voit en même temps aussi que le pouvoir de l'Église va diminuer. Tout d'abord, c'est influencé par la Révolution française. La Révolution française va créer une division dans l'Église. C'est-à-dire, il y a des personnes qui trouvaient que la Révolution française était une bonne idée. Il y avait aussi des personnes dans l'Église qui pensaient que c'était une mauvaise idée. Et ça va donc créer une division, ça va créer des problèmes dans l'Église même. En même temps, la religion est aussi influencée par l'esprit critique des philosophes. Vous allez voir que les Lumières est la période des philosophes, de la philosophie, et les philosophes font aussi critiquer la religion en général. Pas seulement la religion catholique, mais la religion en général, mais ça va aussi diminuer le pouvoir de l'Église. La politique et la religion vont influencer la société. Et dans la société, on a un nouveau idéal. Il y a d'autres préférences que dans la période du classicisme. Donc pendant le classicisme, on avait surtout l'importance de l'Antiquité et cet idéal de l'honnête homme. Pendant la période des Lumières, il y a encore quelques traces, quelques éléments qui sont identiques à la période du classicisme, mais on voit que les Lumières préfèrent surtout la raison, préfèrent surtout la philosophie. Dans la philosophie, ils vont encore utiliser les auteurs et les œuvres connues de l'Antiquité, mais il y a encore beaucoup d'autres influences pour la philosophie.
Et au lieu d'avoir l'idéal de l'honnête homme, on a maintenant l'idéal du philosophe. Et il y a encore quelques similarités, c'est-à-dire un philosophe est aussi un homme des lettres. C'est quelqu'un qui doit connaître les grands auteurs et les grandes œuvres de sa période, mais aussi d'autres périodes littéraires. Mais ce qui est nouveau, c'est que le philosophe est aussi un intellectuel engagé. Il ne suffit pas de connaître tous les auteurs et toutes les œuvres d'autres périodes, il faut aussi avoir une fonction sociale, c'est-à-dire il faut aussi expliquer toutes ces connaissances au peuple ou à un public en général. Et comme les Lumières est une période où on a beaucoup de développement dans les connaissances scientifiques, il y a beaucoup de découvertes par exemple, alors on veut aussi montrer qu'on connaît tous ces éléments scientifiques et on va, comme fonction sociale, on va essayer d'éduquer le public. Le dernier élément important, c'est la langue française. On a déjà vu dans la période du classicisme que la politique a déjà fait beaucoup d'efforts pour contrôler, pour perfectionner la langue française, et c'est surtout l'Académie française qui a joué un rôle important dans la promotion de l'emploi du français, donc tout le monde devait utiliser la langue française. Alors cette politique linguistique va encore continuer pendant la période des Lumières. Et ça sera aussi influencé par la Révolution française parce que la langue française va devenir le symbole d'égalité. Si tout le monde utilise la même langue, ça montre aussi que tout le monde est égal. Seul problème, c'est que la langue française n'est pas encore bien diffusée dans la France. C'est-à-dire tout le monde parle le français, mais il y a encore beaucoup de variations. Donc la politique va s'engager dans l'enseignement et va donc demander que l'enseignement sera en français. Et grâce à l'enseignement, on peut donc essayer d'anéantir les patois et les dialectes. Dans l'enseignement, donc à l'école, on va montrer ce qui est le français correct et comme ça, on va éliminer les dialectes. On va essayer de ne plus avoir de la variation régionale dans cette langue. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va parler des caractéristiques littéraires. Et on va remarquer que pendant la période des Lumières, on veut surtout comprendre, expliquer et changer le monde par la littérature. Commençons avec quelques caractéristiques littéraires en général. Donc quand on va comparer les Lumières au classicisme, on va remarquer quelques différences. Le classicisme est surtout connu pour sa préférence pour l'Antiquité, donc là on avait les genres et les auteurs de l'Antiquité, et pour sa préférence pour l'ordre. Pendant le classicisme, on a établi beaucoup de règles esthétiques et morales pour la littérature. La période des Lumières sera différente, c'est-à-dire là on a une préférence pour la raison et la philosophie. L'Antiquité revient encore dans la philosophie, mais ce n'est pas seulement l'Antiquité qui va jouer un rôle. Les Lumières sont surtout connues pour leur diffusion des connaissances. Donc grâce à la philosophie, on est capable de diffuser les connaissances, on peut montrer ce qu'on a déjà appris pendant cette période. Ça veut aussi dire qu'il y a très peu de fiction dans la littérature. Et si on écrit encore des histoires, c'est surtout pour montrer quelque chose ou pour critiquer la société. Donc la fiction est alors utilisée pour la philosophie et pour la critique. Pendant cette période, les salons littéraires sont aussi populaires. Alors, c'est quoi exactement un salon littéraire? C'est une sorte de réunion avec plusieurs personnes. Il y a donc des artistes, des auteurs, des philosophes qui viennent ensemble pour discuter littéralement dans un salon, donc dans la maison de quelqu'un. Et très souvent, c'est dans le salon d'une femme cultivée. Donc, les femmes dans cette période s'ennuyaient un peu, mais avaient quand même beaucoup d'argent. Et elles ont donc décidé d'organiser des salons littéraires, d'inviter des hommes à la maison pour parler, pour discuter de la littérature, de la politique, de la société. Il est donc normal qu'il y a beaucoup d'idées révolutionnaires qui sont nées dans les salons littéraires. Quand on est en train de discuter de la politique, de la société, on a aussi de nouvelles idées de cette partie de la société.
Et comme il y a toutes sortes de discussions, les femmes qui ont leur salon littéraire vont aussi découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux écrivains qui ont des idées intéressantes à partager avec le monde. Donc ces femmes cultivées ne vont pas seulement financer le salon même, mais vont aussi financer la publication de quelques œuvres importantes. Ensuite, quelques genres populaires. Comme j'ai déjà expliqué, pendant la période des Lumières, on écrit très peu de fiction. Ce qui est alors populaire, ce sont les œuvres encyclopédiques et les œuvres philosophiques. Et il faut savoir, la philosophie est aussi intégrée dans les œuvres encyclopédiques. C'est quoi exactement une encyclopédie? Alors, dans une encyclopédie, on a très souvent plusieurs parties et il s'agit d'une collection d'articles de toutes sortes de connaissances. Il faut savoir, ces œuvres sont nées dans un contexte de changement et de découverte scientifique. Il y a beaucoup de nouvelles choses pendant le XVIIIe siècle et on veut raconter cela, on veut montrer tout ce qu'on a appris, donc on va créer une encyclopédie où on a tous ces éléments ensemble. Une œuvre encyclopédique est alors une combinaison de plusieurs sciences et de plusieurs expérimentations. De quoi s'agit-il? Dans une œuvre encyclopédique, on peut voir un esprit philosophique. Donc la philosophie est intégrée dans l'encyclopédie et on va parler des mœurs. On va parler de la société qu'on a déjà ou la société qu'on aimerait bien avoir au futur. On remarque aussi un esprit scientifique. C'est aussi la période où l'empirisme est né. L'empirisme, c'est-à-dire il faut faire des expériences soi-même et ensuite on peut en déduire quelque chose et on peut déduire des règles pour la nature, pour la chimie, pour le physique et comme ça on a donc appris quelque chose. Toutes ces connaissances scientifiques sont intégrées dans les encyclopédies. On remarque très souvent un esprit critique. On vit dans une période difficile quand on regarde la politique, quand on regarde la société, et on veut changer quelque chose. Et tout cela commence à écrire. On a une envie pour réformer la société, et dans les encyclopédies, on va déjà écrire de ces changements. Et dernièrement, les encyclopédies montrent aussi un esprit bourgeois. Très souvent, les livres existent sous plusieurs formes. On a besoin de plusieurs livres pour avoir une encyclopédie complète. Ça montre que c'est aussi très cher, cher à publier, cher à avoir dans sa maison. Donc c'est surtout pour les personnes qui ont quand même un peu d'argent. Et après les œuvres encyclopédiques où on a déjà intégré la philosophie, il y a aussi des œuvres qui sont seulement philosophiques et ces œuvres ont bien sûr pour but d'éduquer le public, pour montrer ses idées et pour en même temps déjà changer le monde. On peut commencer à écrire, à présenter des alternatives politiques pour la politique actuelle et on a cette idée, si tout le monde connaît ces alternatives, on peut aussi changer notre monde. Regardons dans une troisième partie quelques représentants littéraires, donc quelques auteurs et quelques œuvres connues du XVIIIe siècle ou des Lumières. Et nous allons commencer avec les œuvres encyclopédiques où les personnes les plus connues sont Diderot et d'Alembert. Diderot et d'Alembert sont deux auteurs. Vous avez ici une petite photo de ces deux hommes. Et lui, ils ont écrit l'encyclopédie qui est aussi connue sous le nom Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Vous voyez là qu'ils vont déjà intégrer la raison dans leur titre. Il ne s'agit pas tout simplement d'un dictionnaire, non, c'est un dictionnaire raisonné et on va parler des sciences, des arts et des métiers. Quand vous allez lire cette encyclopédie, vous allez remarquer qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets intégrés dans cette œuvre. Et cette œuvre est quand même gigantesque. Il s'agit de 28 volumes qui ont été écrits entre 1751 et 1772. Et au total, ils ont plus de 72-75 000 articles. Diderot et d'Alembert avaient l'idée de cette encyclopédie et eux-mêmes, ils ont écrit 6 000 articles. Mais quand vous voyez le total,
c'est clair qu'ils ont quand même travaillé ensemble avec d'autres auteurs, avec d'autres artistes. Vous allez voir dans l'encyclopédie aussi des articles de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, quelques auteurs qui reviennent encore un peu plus tard dans la vidéo. C'était un travail difficile. On avait beaucoup d'articles, on avait beaucoup de personnes qui ont travaillé à cette encyclopédie et on avait aussi le problème de la censure. Ils ont écrit pas seulement des sciences et des arts, mais aussi de la politique. Et là, on a remarqué qu'il y avait quand même quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec les articles qu'ils voulaient publier dans l'encyclopédie. Mais Diderot et D'Alembert ont eu beaucoup de chance parce que Louis XV aimait bien cette idée d'avoir une encyclopédie en français où on avait toutes les connaissances de la France qu'on avait déjà et lui, il a donc soutenu leur encyclopédie. Donc très souvent, Louis XV a dit « Bon, pour moi, il n'y a pas de problème, on peut quand même publier cet article ». On voit aussi que l'encyclopédie n'est pas seulement avec des articles, mais aussi avec des images. Donc les 75 ou les 72 000 articles seront illustrés par plus de 2000 gravures. Donc ils vont ajouter, pas vraiment des photos, mais quand même des illustrations. Ils veulent éduquer leur public et quand ils vont présenter de nouvelles connaissances ou de nouvelles idées qu'on n'avait encore jamais vu dans la société, une image ou une illustration peut quand même aider à comprendre cette nouvelle chose. Le deuxième genre populaire pendant les Lumières, ce sont les œuvres philosophiques, où on va donc intégrer la philosophie dans la littérature. Et la première personne connue de ce genre, c'est Montesquieu. J'aimerais ici présenter deux livres, deux œuvres de Montesquieu, mais il a encore publié beaucoup d'autres choses. Commençons avec De l'Esprit des lois. De l'Esprit des lois est un traité, il ne s'agit donc pas vraiment d'une histoire ou d'un livre, mais plutôt une représentation de la politique et il s'agit d'une théorie. Donc il va expliquer ce qu'il pense de la politique. Et il va aussi présenter de nouvelles idées. Il a une idée pour le futur et il va présenter cela dans son œuvre. Il veut donc dire ce qu'il pense de la politique et ce qui doit être la politique au futur. Ces idées ont été la base pour, pas seulement pour la Révolution française, mais aussi pour d'autres révolutions dans d'autres pays. Et une idée très connue qui vient de Montesquieu et qu'on a encore actuellement dans notre société aussi, c'est la séparation des pouvoirs. Donc Montesquieu trouvait qu'on devait séparer l'Église et la politique, que chaque pouvoir avait ses propres responsabilités. Il a donc dans De l'Esprit des lois vraiment critiqué la société, mais ce sont des idées qui existent encore aujourd'hui. Une deuxième œuvre de Montesquieu un peu différente, c'est les lettres persanes. Et les lettres persanes de Persis Brieven est plutôt un roman. Il ne s'agit pas d'un traité théorique de la politique, mais il s'agit plutôt d'une histoire de roman. Il a publié cette œuvre anonymement à cause de la censure. Il avait peur qu'on n'allait pas vraiment apprécier les idées représentées dans cette histoire, donc il l'a publiée anonymement. Et quel était le problème de cette histoire? Il s'agit d'un roman épistolaire satirique. Un roman épistolaire, ça veut dire il y a des personnages qui vont écrire des lettres. Voilà aussi le titre, les lettres persanes. Et on a deux personnages importants, c'est-à-dire Usbek et Rika. Ces deux personnes sont des voyageurs. Ils viennent de l'Orient et ils ont décidé de faire un voyage en France, plus spécifiquement à Paris. C'est un séjour de 9 ans, donc il s'agit d'un voyage assez long, et ils vont écrire des lettres à la maison. Et dans les lettres, ils vont expliquer ce qu'ils voient en France et ce qu'ils voient à Paris, et très souvent, ils vont découvrir des choses quand même bizarres. Et donc, ils vont écrire des lettres à la maison, et ces lettres sont en même temps une critique sur la société française de Montesquieu. Ensuite, dans la catégorie des œuvres philosophiques, on connaît aussi Voltaire. Voltaire n'est pas un vrai nom, c'est le pseudonyme de François-Marie Arouet. Mais le pseudonyme ne suffit pas. Très souvent, Voltaire va publier ses livres sous un autre nom pour pouvoir échapper
à la censure, comme il va critiquer la société et la politique très souvent. Un premier livre qu'il a écrit, c'est Candide ou de l'optimisme. Ça revient encore dans les fragments, donc je ne vais pas trop dire du contenu de cette histoire. C'est un livre qu'il a publié sous le nom Monsieur le docteur Ralph, comme j'ai déjà dit, donc pour échapper à la censure. Et il s'agit d'un récit de voyage et de formation. On va suivre Candide qui fait un voyage et de ce voyage, il va apprendre beaucoup de choses. En même temps, ce voyage sera aussi une possibilité pour Voltaire pour critiquer surtout la religion et l'optimisme de la société du XVIIIe siècle. Ça revient encore dans les fragments, donc dans la quatrième partie de cette vidéo. Voltaire a aussi écrit l'histoire Zadig. C'est un peu comme Candide, il a dû publier cela sous un autre nom pour échapper à la censure. Et ici, on parle d'une conte philosophique, un philosophiesprookje. Donc, il va parler de Zadig, qui vient de l'Orient de nouveau. Donc, on aime bien l'Orient dans cette période. Et Voltaire a trouvé de l'inspiration dans une conte orientale. En een Oosters sprookje. Et dans cette histoire, on va suivre le personnage principal Zadig et surtout ses mésaventures. C'est quelqu'un qui a beaucoup de malchance, il doit rester en prison, il reçoit des amendes et il va être la victime de beaucoup de formes d'injustice. Et comme ça, Voltaire peut montrer toute l'injustice de la société française de ce moment. La dernière personne qui est connue pour ses œuvres philosophiques que j'aimerais présenter ici, c'est Rousseau. Rousseau n'est pas seulement philosophe, il est aussi pédagogue, donc une sorte de professeur, et il est aussi compositeur de musique. Donc il montre qu'un philosophe doit aussi connaître beaucoup de sciences et doit aussi connaître beaucoup d'autres choses que seulement la philosophie. Je vais vous présenter 3 œuvres qu'il a écrites. De nouveau, c'est quelqu'un qui a encore écrit beaucoup d'autres choses aussi. La première œuvre qu'on a ici, c'est Émile ou de l'éducation. Et dans ce livre, Rousseau va présenter l'éducation parfaite selon les Lumières. Émile est son fils, pas en réalité, mais il va donc faire comme s'il a un fils qui s'appelle Émile. Et dans ce livre, il va expliquer comment il a éduqué Émile. Comment il a donc appris des choses à Émile et comment il a suivi la philosophie des Lumières, la philosophie importante du XVIIIe siècle. On voit des idées un peu bizarres, c'est-à-dire, par exemple, Émile ne peut pas lire, ou c'est-à-dire il peut seulement lire un livre, et ce n'est que plus tard que Rousseau va lui donner encore d'autres choses à lire. Et Rousseau explique aussi qu'il a ici une idée parfaite pour l'éducation d'un garçon. Pour les filles, il y a beaucoup d'autres règles et plus tard, il va encore expliciter cette éducation pour les filles. Ensuite, il a aussi écrit le livre ou le roman Julie ou la Nouvelle Héloïse et c'est un livre un peu bizarre pour Rousseau parce que c'est un exemple déjà pré-romantique. Il faut savoir, après la période des Lumières, on aura la période du romantisme et ici on a déjà un exemple du romantisme. Il s'agit d'un roman épistolaire, donc de nouveau il y a des personnages qui vont écrire des lettres et il s'agit d'un amour secret, un amour impossible parce il s'agit d'un amour entre une personne très riche et une personne d'une classe sociale plutôt pauvre. À ce moment-là, c'était encore très difficile de faire un mix entre les différentes classes sociales et ça sera le sujet de ces lettres. Dernière œuvre de Rousseau, c'est le contrat social. Là, on a de nouveau de la philosophie pure et surtout la philosophie sur la politique. Et les idées d'égalité, de liberté et de souveraineté du peuple qui sont tellement importantes pour la Révolution française sont déjà intégrées dans le contrat social de Rousseau. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va encore se préparer aux fragments. Donc là, je vais vous expliquer un peu plus, je vais vous donner un peu de contexte pour comprendre le contenu des fragments de votre livre. Et le fragment
qu'il faut lire et qu'il faut essayer de comprendre, c'est un fragment du livre Candide ou de l'optimisme écrit par Voltaire. J'avais déjà expliqué que Candide ou de l'optimisme est en même temps un récit de voyage et un récit de formation. Voltaire va faire un voyage pour Candide. Et Candide, c'est notre personnage principal. Et Candide vit dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire il habite à Thunderton Trunk. C'est donc un pays un peu bizarre, mais c'est le meilleur des mondes possibles. Et on va remarquer que Candide n'a pas vraiment de problème dans la société où il vit, mais il y aura un événement qui va obliger Candide à découvrir le monde. Il va donc voyager et ce voyage va devenir aussi un récit de formation. C'est grâce à ce voyage que Candide peut devenir plus mature et peut devenir vraiment adulte. Parce qu'il va, dans ses voyages, il va faire connaissance des problèmes dans le monde. Dans sa société propre à Thunderton Trunk, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il ne sait pas qu'il y a des problèmes dans le monde. Mais c'est donc grâce à ce voyage qu'il va remarquer qu'il y a encore d'autres choses et il va devenir plus mature et plus adulte. Qui sont encore les personnages les plus importants? On a bien sûr Candide. Et Candide représente l'innocence de Onschuld. Il ne sait rien, il ne connaît rien du monde, mais en voyageant, il va avoir plus de connaissances. Et c'est surtout Maître Pangloss qui va aider Candide à découvrir le monde. Pangloss est un philosophe et il est un symbole pour la philosophie de l'optimisme. Il croit qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Il y aura aussi Cunégonde, Cunégonde qui est la cousine de Candide, et pendant leur voyage, ils vont aussi faire connaissance de Martin. Martin est aussi un philosophe, mais il est très différent du maître Pangloss parce que Martin est plutôt pessimiste. Il a déjà voyagé beaucoup, il a déjà vu le monde et il sait qu'on ne vit pas dans le meilleur des mondes possibles, qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette société. Qu'est-ce qui se passe alors dans cette histoire? Tout commence à Thunderton Trunk où on a à droite Maître Pangloss, au milieu on a Cunégonde et à gauche on a notre personnage principal Candide. J'ai déjà dit Cunégonde est la cousine de Candide. Mais quand même, ces deux ont une conversation intéressante qui va finir avec un bisou interdit. Et il y aura de conséquences très graves pour Candide parce que Candide doit s'enfuir. Il doit quitter son pays natal, il doit donc quitter la ville qu'il connaît très bien et il va découvrir le monde. Il va voyager et pendant ces voyages, il va apprendre beaucoup de choses. Donc il commence à Lisbonne, il va visiter Buenos Aires, il va aussi vivre pour une période à Eldorado où il devient très très riche et avec tout son argent, il va continuer son voyage jusqu'à Constantinople où il retrouve encore Cunégonde, mais malheureusement, il y a de nouveau des problèmes et il doit retourner à la maison. Il devient de nouveau pauvre, mais il a appris beaucoup de choses, il a vu la misère dans le monde, il a vu des guerres, il a vu des problèmes et il est devenu beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature vers la fin de ce voyage. Maintenant, c'est à vous. Donc, vous allez utiliser toutes les informations de cette vidéo pour compléter la page 17 de vos feuilles, pour compléter donc le cadre gris du cadre spatio-temporel. Et ensuite, à la page suivante, à la page 18, vous allez essayer de comprendre le fragment l'encyclopédie et donc de résoudre les questions à côté de ce fragment. Et vous allez faire la même chose pour le fragment de Candide ou de l'optimisme de Voltaire. N'oubliez pas de compléter vos notes personnelles, donc ça pourrait être une bonne idée de faire un résumé de cette vidéo. Si vous voulez, j'aimerais bien contrôler vos notes aussi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message via Smart School ou par mail aussi. Bonne chance!